Bonjour à tous, lors des dernières vidéos consacrées à Angular, on a vu comment créer des inputs et des outputs, on a vu comment réagir aux changements, et aujourd'hui, on va voir comment créer et utiliser des conditions et des boucles dans nos pages Angular, afin d'arriver à un résultat final où on aura une liste de cartes qu'on pourra filtrer grâce à une barre de recherche. En dessous de la liste, on aura un texte qui nous affichera combien de cartes sont affichées, et si aucune carte ne correspond à notre recherche, on aura un texte qui s'affiche à l'écran. Et donc, pour arriver à ce résultat, nous allons voir comment créer des boucles dans nos templates HTML avec la directive ngFor. Ensuite, nous verrons comment créer des conditions avec ngIf. On verra aussi comment utiliser des elfs à l'intérieur de ces ngIf. Puis, nous allons voir comment utiliser la nouvelle syntaxe qui a été introduite dans Angular 17 en Developer Preview. Et là, on va commencer par parler des @if et @else. Et pour finir, nous verrons aussi les nouvelles syntaxes pour la création de boucles, @for et @empty. Pour rappel, cette série de vidéos s'inscrit dans une longue lignée de vidéos dont le fil rouge est la création d'une application de visualisation et de gestion de cartes à collectionner, de type Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh ou autre. Et ces nouveaux tutos sont également présents sur mon blog en version écrite, où vous retrouverez toutes les explications avec les lignes de code et les liens que vous pouvez directement recopier si nécessaire. Je m'appelle Sergio, entrepreneur et développeur depuis plus de 10 ans, et vous êtes sur la chaîne Simple Tech, la chaîne dédiée aux passionnés de développement et de technologie. Et maintenant, place au code. Pour commencer, avant de voir comment créer des boucles, il va falloir qu'on crée une liste de monstres affichée à l'écran. Pour cela, on va ouvrir notre fichier appcomponent.ts, et là on va le modifier afin de ne garder que notre liste monsters, donc on enlève tout ça. On garde notre constructeur, mais on enlève notre effect. Et on n'aura plus besoin de ces deux méthodes. Ici, je vais créer deux autres monstres. Donc on va faire un peu de copier-coller. Monstre 3. On va appeler ce monstre bulbe. Et l'image correspondante, ce sera l'image bulbe.png. Ce sera un monstre de type plante. On peut garder le reste comme ça. Ce sera le numéro 4. Bulbe. Et pour le quatrième monstre, on n'oublie pas de changer le nom de la variable en monstre 4. Et ce monstre va s'appeler Sala. L'image sera l'image sala.png. Ce sera un monstre du type feu. Le numéro 5. Et Sala. Et avant de passer à notre fichier HTML, on va encore devoir faire un import. Et ce sera l'import common module qu'on va importer de Angular/common. Et cet import nous permettra d'utiliser les ngIf et les ngFor. Dans notre fichier HTML, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ce bouton dont on n'aura plus besoin. Et je propose aussi qu'on enlève cet attribut pour l'instant monster. On y reviendra dans 2 secondes. Donc maintenant, on va pouvoir déclarer notre boucle. Pour cela, sur notre applayingCard, qu'on veut donc répéter autant de fois qu'il y a de monstres, on va faire un étoile, ngFor avec un grand F, est égal à. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir la variable qui va contenir le monstre de l'itération en cours. Donc pour ça, on fait un let. Je vais appeler ma variable monster, of, et nous, on veut itérer à travers la liste monsters, donc of monsters. Et maintenant, nous pouvons utiliser cette variable ici. Donc là, je peux faire en tant qu'input de monster, je peux lui passer cette variable monster qu'on vient de définir. Et là, si on sauvegarde et qu'on va voir le résultat, on voit qu'on a bien nos 4 cartes monstres qui sont affichées. Maintenant, j'aimerais qu'on rajoute une barre de recherche à notre HTML et qu'on puisse filtrer les monstres dont le nom correspond à la recherche effectuée. Pour cela, on va commencer par ouvrir notre fichier appcomponent.ts et on va créer un attribut qu'on va appeler search, donc qui va contenir le texte recherché et qui va être égal à un model qu'on va initialiser avec une chaîne de caractères vide. Si vous ne savez pas ce qu'est un model, je vous suggère de regarder mes vidéos précédentes où j'explique les signaux, ainsi que les signal input et les signal output, et comme ça, vous aurez les bases pour pouvoir comprendre le reste du code. Donc, maintenant qu'on a notre search, on va pouvoir créer aussi une liste qu'on va appeler filtered monsters, donc les monstres filtrés, et qui sera pour ma part un signal computed, et là, on aura une fonction qui va nous retourner donc la liste filtrée. Donc elle va simplement faire un return 10.monsters.filter monster
Et on va simplement filtrer les monster.name qui inclut, donc includes, notre recherche, donc this.search. Et comme c'est un signal, on n'oublie pas de rajouter les parenthèses. Maintenant qu'on a notre model input search, on va pouvoir l'utiliser dans notre HTML. Donc là, on va rajouter notre barre de recherche, donc app search bar, et on va lui passer en tant qu'input, donc au paramètre search, notre modèle qu'on vient de créer. Search. Ici, on ne va plus itérer à travers les monsters, mais plutôt à travers la liste des monstres filtrés qu'on vient de générer, donc filter monsters, avec des parenthèses car c'est un signal. Et si on retourne voir notre navigateur, on voit que maintenant nous avons bien notre barre de recherche. Et si je tape par exemple un A, nous voyons qu'il n'y a plus que les monstres qui contiennent un A dans leur nom qui sont affichés. Et si je rajoute un L, il n'y a plus que ça là qui est à l'écran. Et puis si on continue à taper n'importe quoi, on voit que tous les monstres disparaissent. Pour aller plus loin, j'aimerais qu'on rajoute un texte indiquant qu'aucun monstre ne correspond à la recherche si la recherche ne retourne aucun monstre. Et si la recherche retourne des résultats, j'aimerais afficher un message indiquant le nombre de résultats retournés. Pour cela, on va retourner dans notre fichier HTML et on va y rajouter deux divs. Donc un premier div avec une petite classe qu'on va appeler center, dans lequel on va écrire no monsters found. Et un deuxième div, là aussi avec une classe center. Mais cette fois-ci, on va afficher found filteredmonster.length, donc le nombre de monstres qu'on a trouvé, suivi de monsters et un point d'exclamation. Maintenant, dans notre fichier appcomponent.css, on va définir cette classe center. Et là, on aura un margin top que je vais mettre, on va dire à 40 pixels, ça devrait aller, et un text line center. Et là, vous voyez qu'on a nos deux textes, une fois no monsters found et une fois found for monsters. Mais nous, bien entendu, on veut seulement afficher ces textes sous condition que des résultats aient été retournés ou non. Et ça tombe bien, si on retourne voir notre HTML et qu'on souhaite ajouter une condition à ce div no monsters found par exemple, on peut faire un étoile ngIf avec un grand if est égal à suivi de la condition à remplir pour afficher ce div. Donc là, on va dire filteredmonsters.length est égal à 0. Et pour le deuxième ngIf, on va faire la même chose. Donc je copie ça. À la différence près qu'on va vérifier qu'il y ait bien des éléments, donc notre length va être plus grande que 0. On enregistre. Et maintenant, si on va voir le résultat, on voit qu'on a bien seulement le texte found for monsters qui est affiché. Si je tape un A, on a found two monsters. Et si je tape n'importe quoi, on a bien notre deuxième div avec no monsters found qui est affiché. Bon, là, on a utilisé deux ifs, mais l'idéal serait été d'utiliser un genre de if-else, car ou on affiche l'un des messages, ou on affiche l'autre. Et ça tombe bien, on peut faire cela, mais pour cela, on doit d'abord définir un template. Donc, on retourne dans notre code, et ici, ce div, on va le mettre à l'intérieur d'un ngTemplate. Hop, ngTemplate, auquel on va devoir donner un nom en faisant un hashtag suivi du nom. Donc là, je vais l'appeler found. Et à l'intérieur, on va mettre notre div. On n'a plus besoin de notre ngIf, donc on enlève ça. Et attention, ce n'est pas ngTemplate, mais template, bien entendu. Donc on corrige le petit typo. Et maintenant, dans notre ngIf, on peut rajouter, après notre condition, un point virgule, suivi d'un else, et le nom de notre template qu'on vient de définir, donc found. Et maintenant, si on retourne voir notre page, on a toujours le même résultat. Donc là, on a found for, found to, et no monsters found. On peut aussi aller plus loin. Si on le veut, on peut aussi définir un template pour le cas du if en question. Donc, on pourrait mettre notre premier div également dans un ngTemplate. Je vais recopier tout ça. J'enlève la condition, bien entendu. Le div où on a placé notre condition, maintenant on n'a plus besoin de contenu car le contenu sera remplacé par ces templates qu'on a définis. Et là, on va simplement dire if, donc filtermonsters.length est égal à 0, double point, then, donc si cette condition est remplie,
On va afficher le template qu'on vient de définir. Pour cela, il faut qu'on lui donne aussi un nom, bien entendu. Donc, je vais l'appeler NotFound. Et donc, on fait un den NotFound. Else, on affiche le template qui s'appelle Found. On sauvegarde. Et là, à nouveau, vous voyez qu'on a exactement le même résultat. Avant de passer à la nouvelle syntaxe introduite par Angular 17 pour les conditions et les boucles, si ce genre de contenu vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo afin que les dieux de YouTube puissent pousser la vidéo à plus de développeurs. Et laissez-moi un petit commentaire pour me faire savoir si le contenu vous a été utile ou si vous avez encore des questions. Comme d'habitude, j'essaierai de répondre à tout le monde. Passons maintenant à la nouvelle syntaxe introduite par Angular 17 en Developer Preview et qui nous permet, à mes yeux en tout cas, de rendre notre code bien plus lisible et facile à suivre. Et pour ça, on va commencer par les mots-clés @if et @else. Donc, on retourne voir notre fichier appcomponent.html et cette fois-ci, on va enlever complètement ce div avec ce ngIf. On va aussi effacer les templates, mais on garde les deux divs avec la classe center. Et maintenant, si on veut utiliser la nouvelle syntaxe, c'est très simple. Il suffit de rajouter n'importe où dans notre fichier HTML un @if. Et là, vous allez taper votre condition comme vous le ferez dans votre fichier TypeScript normal. Donc ici, je vais faire @if filteredmonsters.length est égal à 0. On met des accolades. À l'intérieur de ces accolades, on va rajouter le HTML qu'on souhaite afficher si la condition est vraie. Et puis, juste après avoir fermé l'accolade du if, on va pouvoir ajouter un @else. Là aussi, on rajoute des accolades. Et on va pouvoir mettre à l'intérieur l'HTML qu'on veut afficher si jamais la condition est fausse. Et comme vous le voyez, c'est déjà beaucoup plus facile à lire et à comprendre ce qui se passe dans ce code. Si on retourne voir le résultat, bien entendu, tout fonctionne encore comme avant. Ça, c'est pour le if, mais on peut faire une chose très similaire pour les for. Pour cela, on va effacer ce ngFor. Et au lieu de ça, on va utiliser la nouvelle syntaxe @for. Et ici aussi, on va l'utiliser à peu près de la même manière qu'un for dans TypeScript. Donc on va définir un monster of filtered monsters. Et ici, il y a une petite particularité quand on va devoir rajouter un point-virgule et un track. Et là, je vais simplement dire monster. Ne vous en faites pas, je vous expliquerai dans un instant à quoi ce track va nous servir. Et à l'intérieur de ce for, on va mettre le HTML qu'on souhaite afficher. Et là, à nouveau, donc on a défini une variable monster. Donc bien entendu, ici, on n'a rien à changer. On garde le nom monster pour la variable qu'on passe en input. On sauvegarde. Et à nouveau, sans surprise, tout fonctionne, mais cette fois-ci avec la nouvelle syntaxe. Et là, vous vous demandez sûrement, mais à quoi peut bien servir ce track alors? Eh bien, Angular utilise cette expression afin de déterminer quels objets ont été ajoutés, modifiés ou supprimés du DOM afin d'effectuer le moins d'opérations possible en cas de changement. Donc ici, on lui a simplement dit track monster, c'est-à-dire qu'on va regarder la référence de la variable. Donc tant que la référence ne change pas, on part du principe que c'est le même monstre qui est affiché à l'écran. Donc on n'a pas besoin de supprimer cette carte ou d'en rajouter une nouvelle. Maintenant, imaginez par exemple le cas où notre barre de recherche ne filtrerait pas simplement nos objets dans notre liste, mais lancerait une opération de recherche sur notre serveur qui renverrait une nouvelle liste avec des monstres qui ont une nouvelle référence en mémoire. Eh bien, si Angular voudrait afficher cette liste en utilisant un track qui utilise la référence des variables, Angular partirait du principe qu'il faut enlever toutes les cartes affichées et en recréer, bien que probablement certains monstres étaient déjà présents juste avant. Et bien là, on aurait pu faire par exemple un track by track monster.id si on avait un identifiant. Dans notre exemple, on n'en a pas, mais on aurait pu faire un track by monster.name. Et là, lors des affichages, Angular va simplement regarder, mais est-ce que le nom du monstre a changé, oui ou non? S'il n'a pas changé, c'est que la carte est toujours la même, donc je vais la garder et peut-être l'adapter, donc changer des paramètres qui ont été changés sur ce monstre, mais en tout cas, je n'ai pas besoin de supprimer cette carte complètement et d'en recréer une nouvelle. À noter qu'ici, le track monster.name fonctionnerait parce que nos noms sont uniques, mais bien entendu, vous devriez plutôt utiliser un identifiant
ou alors une fonction qui retourne une valeur unique quand deux objets sont les mêmes. Donc ça, c'est l'utilisation de base de notre add_for, mais en plus de rendre notre code visible, add_for nous permet aussi de définir du code à afficher si jamais notre liste retourne aucun élément. Pour cela, il suffit de retourner dans notre fichier HTML, et juste après la collade de fermeture de notre add_for, on va rajouter un @empty, donc si jamais la liste est vide, et là on pourra par exemple mettre notre div nomonstersfound à l'intérieur de ce empty. Bon, là, on va aussi changer un peu notre code, sinon on aurait deux fois nomonstersfound qui serait affiché. Donc on va enlever cette partie-là et on va dire ngIf length plus grande que 0. Et vous verrez que si on enregistre et qu'on retourne voir notre résultat, bien entendu, on a exactement la même chose. Donc si jamais on n'a pas d'élément, on a bien le message nomonsters qui est affiché. Pour finir, j'aimerais aussi mentionner que le for vous met quelques variables additionnelles à disposition, qui sont les variables suivantes. On a une fois le $index, qui contient l'index de l'itération en cours. On a le $count, qui contient le nombre total d'éléments de la liste. $first, qui va être true uniquement pour le premier élément. $last, qui va lui être true, bien entendu, pour le dernier élément de la liste. Et on a aussi $even et $odd, qui vont être true si jamais les éléments sont pairs ou impairs respectivement. Et pour utiliser ces variables, c'est pas très compliqué. Vous pouvez simplement y accéder dans votre code. Donc là, je vais rajouter un div à l'intérieur de mon for. Et ici, on va dire index. Et là, si je veux accéder à la variable index, il suffit de faire un $index. Et si on retourne voir notre HTML, on voit qu'on a bien nos index qui sont affichés, donc de 0 jusqu'à 3 pour notre dernière carte. Et puis pour les autres variables, c'est exactement la même chose. Et là, ça marche très bien, mais comme vous pouvez l'imaginer, si vous avez des for imbriqués, la lecture de ces variables peut très vite devenir confuse et au lieu de les utiliser directement, vous pouvez les assigner à des variables locales à votre for en ajoutant un point-virgule juste après l'instruction track et en ayant un let, donc vous définissez une nouvelle variable, on va l'appeler i par exemple, est égal à $index, et vous pouvez faire la même chose pour toutes les autres variables. Et maintenant, à l'intérieur de votre HTML, vous n'utilisez plus $index, mais i. Et comme ça, si vous avez des for imbriqués dans des for, vous pouvez à chaque fois donner un autre nom à votre variable index, et vous n'aurez plus cette confusion de savoir mais à quel index suis-je en train d'accéder en ce moment même. Bien entendu, vous avez des variables équivalentes pour les ngFor, à l'exception près que ces variables ne commencent pas leur nom avec un $, mais par exemple donc le $index dans votre ngFor, il va simplement s'appeler index, et vous devez obligatoirement les assigner à une variable locale, ou en tout cas, vous devez créer des alias pour pouvoir y accéder. Mais comme c'est identique à ce qu'on vient de voir, je vous laisserai simplement le lien vers la documentation Angular pour ceux qui s'intéressent à ça. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!